Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 7e étape du Tour de Suisse. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette nouvelle journée. On était du côté d'Aigle, du côté de Villars-sur-Olion pour cette étape et où on a eu un peu une course de côte encore, hein, il faut bien le dire. Ça a été un petit peu le même scénario que hier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Si vous n'avez pas les moyens, parce que le super thanks c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc je remercie les gens qui font l'effort de le faire. Tour de Suisse, étape 7, format encore une fois assez court, 118 km, avec un circuit en fait autour de Villars-sur-Olion, autour d'Aigle notamment, où il y avait la colle de la Croix, cette fameuse côte de Villars-sur-Olion que l'on reprendra demain. Qu'il fallait donc prendre à plusieurs reprises. Il n'y a pas vraiment eu de grosses tentatives d'échapper. On a bien eu un moment Van Gils qui avait tenté. Et puis avec Finlay Pickering, il y a eu Rubio aussi, mais ces trois hommes-là n'ont pas eu forcément beaucoup d'avance. Et en fait, l'attaque qui a duré le plus longtemps, c'est celle de Johan Ashton Mittet, le corps de la Visma Lease Bike, sorti quasiment au sommet de ce fameux col de la Croix qui a résisté pendant une soixantaine de kilomètres avant de se faire reprendre par le peloton. Et puis derrière, ça a été encore même si Ineos a roulé, ça a été encore une fois la démonstration de la UAE qui n'a pas vraiment surpris ce monde très clairement. Voilà, une domination encore une fois de la UAE sur cette étape. Il n'y a pas eu vraiment de surprise. J'ai envie de dire que tout le monde était à peu près à sa place par rapport à l'étape de la veille, qui était un petit peu sur le même format, même s'il y avait 80 km de moins. C'était un peu la même idée. Et voilà, sur une étape très courte. Il n'y a pas eu vraiment de surprise en fait aujourd'hui. C'est pour ça que le débrief, je pense, va être assez court. Parce que c'est un petit peu la même chose qu'hier, pour tout vous dire. Allez, on commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Coureurs, équipe au top, UAE. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Almeida et Adam Yates, très clairement, il n'y a pas d'opposition face à eux. Donc c'est un peu comme Pogacar sur le dernier Tour d'Italie, quoi. C'est un peu bis repetita tous les jours. Là, vous avez le job qui est fait, même si Ian Creston semblait un peu plus fatigué que les autres jours. Ouais, mais vous avez toujours Del Toro. En fait, il y a toujours des coureurs qui sont en capacité de faire le travail. Et puis après, derrière, vous avez deux coureurs qui sont les plus forts pour le moment. Donc, à pas grande surprise, ça sera un UAE demain qui s'imposera. La question de savoir est-ce que ça sera Adam Yates ou est-ce que ça sera Almeida. Mais bon, demain, on sait que c'est un UAE qui va s'imposer pour le général. Il n'y aura pas vraiment de grandes surprises du côté du contre-la-montre de ce Tour de Suisse. Donc, bravo, tout simplement. Là, il n'y a pas vraiment d'analyse tactique à faire. Ils ont les meilleures jambes. Ils ont été solides. Ils font une très bonne semaine. L'avantage en plus, c'est que ils ne sont pas très fatigués parce que sur les deux derniers. Enfin voilà, cette fin de Tour de Suisse, étant donné qu'hier on a eu une étape très courte, là aujourd'hui c'était encore court. Au final, ils ont fait 160 km en 2 jours, donc ça va. Il y a eu des semaines plus compliquées du côté du Tour de Suisse. Après, ça a quand même roulé très vite toute la semaine. Parce qu'on n'avait pas forcément des étapes qui étaient très longues, donc il y avait toujours du tempo tous les jours. Là, par exemple, j'ai vu l'étape 4, celle avec la victoire de Torsten Traen. Ça roule également de manière très rapide avec Van Do. Mais voilà, c'est la seule difficulté qu'il y a eu cette semaine, c'est ce rythme. Mais sinon, ils ont été au-dessus, Damiet et Almeida. Demain, on verra. Là aujourd'hui, on va dire qu'on a, je dirais pas enterré la hache de guerre, mais
voilà, il y a eu une sorte de pacte de non-agression. On verra demain comment ça se passera du côté du contre-la-montre. Almeida, elle est dans longue. Almeida veut remporter une course par étape d'une semaine aussi. Il n'a pas tant de victoires que ça, Joao Almeida, dans sa carrière. Et Adam Yates, il aimerait bien compléter sa panoplie de courses par étape d'une semaine. Donc on verra s'il y aura des consignes d'équipe ou si on essaiera tout simplement de laisser les deux coureurs se battre. Ça, c'est la grande interrogation. Deuxième coureur top, Riccitello. Super semaine de Riccitello. Alors il y a déjà eu des Reggi qui a été très bon sur le dernier sur le dernier Dauphiné. Je vais y arriver. Mais Riccitello également très fort sur cette semaine de course. Il n'y a pas eu vraiment de coup de mou. J'avais peur hier, parce que quand j'avais entendu en interview dire j'aime pas trop les formats courts, ça en est très très bien sorti hier. Et puis là, sur cette épreuve, aujourd'hui, il a essayé de suivre. Il a un peu pété après derrière, mais il n'a pas explosé complètement. C'est-à-dire qu'il a tenté de suivre, il a vu qu'il ne pouvait pas suivre, il s'est remis à son rythme. Ce qui, je trouve, montre une belle preuve d'intelligence, de maturité pour Riccitello, mais j'avais déjà trouvé bon l'année dernière sur le Tour des Alpes dans ce domaine-là. Il a vu qu'il ne pouvait pas tenir la cadence par rapport à UAE, et malgré tout, il finit devant Del Toro. Et oui, parce qu'il y a quand même une sorte de bataille entre les deux. Ils ont fait le Tour de l'Avenir l'année dernière. Riccitello, il finit devant Del Toro. Et puis pour Israël, c'est important, ça fait des points UCI. C'est vrai que c'est une équipe qu'on n'a pas forcément énormément marqué sur le mois de mai. Donc sur le mois de juin, ils se sont bien rattrapés. Avec à la fois un bon résultat sur le Dauphiné, un bon résultat sur le Tour de Suisse. On verra demain sur le contre-la-montre. Parce que c'est vrai que Riccitello, si on regarde bien par rapport aux autres adversaires, il est 5e. Mas est à 20 secondes. Pidcock est à 54. C'est peut-être plus Pidcock l'inquiétude que Mas. Et Oscar Onley est à 4,03. Je pense qu'il aura du mal à aller chercher de Skelmose qui est à 12 secondes, mais il finit super bien la semaine. Il finit très très bien la semaine, Riccitello, et puis ça va faire un gros premier résultat sur une épreuve World Tour pour le coureur américain. Quand vous faites un top 10 sur une épreuve comme celle-là, ça en impose un petit peu au niveau du palmarès. Et avec un objectif, lui qui sera Vuelta, donc ça montre qu'il est en forme. Je pense qu'il avait envie de montrer ce qu'il savait faire sur son Tour de Suisse. C'était peut-être un objectif de sa saison. Donc maintenant on verra ce que ça donnera après une pause, enfin après un stage, parce que lui maintenant il va peut-être se reposer un petit peu. Et surtout on va partir en stage à l'entraînement très vite. Pour obtenir des résultats sur la Vuelta, ça sera son objectif. Je ne sais pas qui sera dans l'équipe sur la Vuelta autour de lui, du côté d'Israël, mais ça va être un bel objectif pour Riccitello, et puis il a peut-être gagné sa place sur la Vuelta grâce à ce résultat sur ce Tour de Suisse, où il a été très bon sur cette semaine. Il n'y a pas eu de défaut. Il a été vraiment très très bon. On verra maintenant ce que ça donnera sur d'autres épreuves. Je termine avec Kelderman. Kelderman, à un moment, c'est presque mis en danseuse. J'ai presque cru à une attaque de Kelderman. Ça aurait été presque exceptionnel. Non, mais belle course aujourd'hui de Wilco Kelderman. Ça n'a pas été une semaine facile. Ils avaient emmené Cano Uttebrook, mais après le Tour d'Italie, ça a été compliqué pour Cano Uttebrook de se remettre dedans. Kelderman, c'est quand même un coureur qui a très peu de jours de course dans les pattes, qui est tombé en plus cette semaine sur une étape, qui était tombé sur la 8e étape du Tour de Paris-Nice, qui s'était fait une belle fracture cette année, ce qui fait qu'il a seulement 19 jours de course dans les pattes, parce qu'il fait partie des nombreux coureurs de la Visma Lease qui sont tombés cette année. Donc il arrive avec lui aussi beaucoup de fraîcheur sur ce Tour de Suisse. Je pense que ça lui a fait du bien par rapport à certains adversaires. 4e aujourd'hui, c'est son meilleur résultat de l'année jusqu'à maintenant. Donc on a une belle progression du côté de Kelderman. Et puis
La sélection pour le Tour de France est peut-être pas encore totalement dégagée. Il y a des places à prendre derrière Vingegaard et Kuss et Jorgensen. Donc ça fait partie des coureurs qui peuvent profiter de l'abandon de Steven Kruijswijk, de l'abandon de Dylan Van Baarle sur le Dauphiné. Et moi, si j'étais la Visma, je me dirais, lui, il va peut-être pas être très bon en première semaine, Calderman, mais en deuxième, troisième semaine, avec le fait qu'il ait peu couru, c'est un coureur qui, avec sa fraîcheur, peut énormément apporter à la formation, que ça soit pour aller chercher, pourquoi pas, des victoires d'étape ou pour aller aider ses leaders. S'il y a encore des leaders qui sont en place à ce moment-là de la course. Donc, c'était important de se montrer sur cette semaine. Il a réussi l'objectif. Il sauve aussi un petit peu le résultat de sa formation parce qu'il est 10e au général. Alors ça va peut-être être compliqué. Bon, il va passer devant Félix Gall demain, ça je pense que c'est assuré. Par contre, ça sera peut-être un peu compliqué d'aller chercher Oscar Onley et Thomas Pidcock. Mais pour une semaine de reprise, c'est une semaine qui est réussie pour Wilco Kelderman et on sent qu'il finit bien. Donc ça va le rassurer pour un potentiel Tour de France. Coureur qui est professionnel depuis 2010. Il a toujours été dans cette... il est resté très longtemps dans cette formation. Parce qu'il a commencé à la Continental Rabobank. Et puis ensuite, il a été donc chez Belkin, Lotto NL, avant de rejoindre la Sunweb en 2017, Kelderman, avant d'être chez Bora pendant 2 ans, puis de revenir à la Jumbo en 2023. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, la Jumbo, c'était avant la Rabobank, ceux qui se souviennent. Alors, il a été équipier de Wesley Creder, Wilco Kelderman, dans sa première année chez les professionnels, de Jetsebol, coureur qu'on voit, de Moreno Flandre, qui était là aussi. Je ne sais plus s'il est encore professionnel, Moreno Flandre. Il y avait Barry Marcus, il y avait Silke Dalm, Jelte Slagter, qui a été professionnel. Boy Van Poppel était là aussi, donc il y avait une belle équipe, côté de Moreno Flandre. Il avait pris sa retraite en 2021, Moreno Flandre, après 3 abandons. Voilà. Sur l'année 2021. Coureur qui avait un beau petit palmarès, un vainqueur de la Volta Limbourg classique, de Paris-Nice, mais qui avait eu des dernières saisons compliquées, je me souviens. Moreno Flandre, je ne me souvenais pas de sa dernière année. Et Marcus et Creder, Creder il court toujours, me semble-t-il. Ah non, il a pris sa retraite l'année dernière. Parce que comme il était passé aussi dans des équipes comme la Rumput, je pensais qu'il continuait encore. Non, il avait pris sa retraite après le Tour de Pologne, dont chez Cofidis, il n'avait pas forcément fait 2 grandes années. Coureur qui était également Barry Marcus. Lui, il est plus professionnel non plus. Il a arrêté en 2018, mais c'est des coureurs qui étaient passés par Vacances Soleil, qui avaient des petits... Barry Marcus, lui, il n'avait pas gagné grand-chose, mais les autres avaient des petits résultats. Et puis Jelte Slagter, il avait arrêté chez BNB. Voilà, en 2020. Il avait pris sa retraite, Tom Jelte Slagter. Et sa dernière course en carrière, c'était Paris Camembert, Jelte Slagter. Il avait pris sa retraite au moment de la Covid. Et Boy Van Poppel, lui, est toujours chez les professionnels, du côté d'Intermarché à 36 ans. Voilà, belle génération. Et la Rabobank Conti, c'était quand même du beau monde. Ils arrivaient toujours à trouver des jeunes coureurs. C'était assez affolant à l'époque. Cette équipe qui n'existe plus. Dernière année, c'était en 2016, avec la fin des sponsors. Et l'un des derniers coureurs qui ont été repérés, c'était Chesbol, Serge Bax, dans cette formation. Et maintenant, c'est l'équipe de développement Visma Lease a Bike, mais qui n'est plus sur la même structure du côté de cette formation. Il y a eu des résultats quand même. Il y a eu Martin Tesvald aussi. Et Lennart Hofstede, qui était dans cette équipe Hofstede, qui a pris sa retraite, lui aussi, l'année dernière. Pas une grande saison en 2023. Il n'avait pas forcément eu des résultats chez les pros. On l'attendait chez les pros, et puis c'était jamais vraiment venu du côté de Hofstede. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Henrik Mas.
Semaine mi-figue, mi-raisin pour Henrik Mas, ça finit pas top, hein. Aujourd'hui, je trouve il était un ton en dessous par rapport aux étapes au début de semaine. Alors hier, ça pouvait se comprendre parce que le format ultra court, ça lui convient pas du tout à ses qualités. Là, il y avait quand même un peu plus de kilomètres de montée, donc je pense que physiquement, il n'est pas encore excellent, Henrik Mas. On verra demain sur le chrono. Alors le problème d'Henrik Mas sur le chrono, c'est que c'est déjà pas une flèche en temps normal, donc ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour lui. Mais je m'attendais à un peu mieux sur cette étape. Je me disais sur cette semaine de compétition, quand j'ai vu Henrik Mas, je me suis dit ah tiens, ça peut être une belle chose. Surtout que ça veut dire qu'on a donc privilégié cette course du côté de Movistar. Et puis comme on avait vu une belle semaine avec Lascano par exemple du côté du Dauphiné, je m'étais dit ah bah ils sont prêts physiquement. Bah ça a été plus compliqué sur cette étape. Donc ouais, il a eu du mal à finir hein, sur la fin. Aujourd'hui il est pour tout vous dire au niveau du classement de cette étape, il finit 10e derrière un Félix Gall par exemple. Alors que Félix Gall, il tente de partir il a attaqué, il s'est fait reprendre. Donc ouais, pour Henrik Mas, c'était pas exceptionnel aujourd'hui, alors que le début de semaine était plutôt pas mal. Ouais, il finit que 10 secondes devant Wout Poels et Ben Tullet, par exemple. Donc c'est pas exceptionnel de la part d'Henrik Mas. Donc on verra ce que ça donnera demain sur le chrono, mais je suis un petit peu inquiet. Surtout que son objectif, ça reste le Tour de France cette année avec la Vuelta. Hein, il double les deux courses. Alors c'est toute la difficulté de faire un doublé Tour de France Vuelta. Forcément, je pense que pour la Movistar, l'objectif numéro 1, c'est la Vuelta. Donc peut-être qu'il n'est pas encore au top de sa condition physique. Donc il sera bien en troisième semaine de Tour de France et pas avant. Parce que c'est vrai que cette année, faut gérer quand même hein, l'enchaînement Tour de France Vuelta. Il doit y avoir peut-être un petit mois entre les deux. Parce que le Tour de France cette année commence en juin, on finit l'étape numéro 21, se termine le 21 juillet. Ouais, il y a un gros 3 semaines. L'autre, c'est commence le 17 août. Donc ouais, il y a quasiment 4 semaines hein, entre les deux courses. Donc ça va peut-être être plus compliqué à gérer que d'habitude. Autant l'enchaînement Giro-Tour est peut-être plus facile parce qu'il y a une semaine de moins que l'enchaînement Tour-Vuelta. Même si l'année dernière, la Vuelta s'était courue extrêmement tard, du fait est qu'on avait les championnats du monde qui étaient mi-août, enfin qui étaient entre un truc genre qui était au moment des Jeux Olympiques. Donc là, c'est vrai que la Vuelta est un petit peu plus tôt, parce que je vais même être emmerdé, la Vuelta est pendant les Jeux Paralympiques. Mais donc l'enchaînement va être plus compliqué pour Henrik Mas. Vraiment, ça va pas être évident pour Henrik Mas au niveau de l'enchaînement. Il faudra voir comment il arrive à s'en sortir. Lutsenko, ouais, semaine pas dingue pour Lutsenko. J'ai envie de dire qu'à part sur le Giro cette année, sinon pour le moment ça a quand même été. Enfin, moi j'ai pas vu le Tour des Abruzzes, donc il a gagné le Tour des Abruzzes, mais. Lutsenko c'est pas formidable hein, depuis. Enfin, il a du mal à être régulier surtout. Alors là, c'est surprenant parce que de base, il devait faire le Tour de France, il devait pas faire le Tour d'Italie. Le Tour d'Italie, c'est un peu rajouté à la dernière minute. Et on a l'impression que la programmation de saison n'est pas du tout optimale. Après, c'est vrai que pour Astana, s'ils veulent marquer quelques points UCI, ils sont obligés de le prendre. S'ils veulent montrer à des sponsors, là on sait que Vidier par exemple ne repartira pas au niveau des vélos avec Astana. Donc, pour le moment, si le contrat est comme le précédent, ils ne repartiront pas. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour cette formation. Et du côté d'Alexei Lutsenko, c'est sûr que c'est un peu le seul qui arrive encore à apporter des résultats. C'est un coureur qui est en fin de contrat. Je pense que Lutsenko est l'un des rares à être courtisé par d'autres formations. Si Lutsenko partait dans une autre équipe, ça serait peut-être la fin d'Astana, parce que il soutient Astana quand même depuis de nombreuses années. Hein. Il est professionnel dans cette équipe depuis 2013. Enfin, il est dans l'équipe 1 Astana. Ça fait depuis des années qu'il soutient l'équipe.
Est-ce que c'est pas lui qui va signer la reine mort de Astana? Parce que encore une fois, quand tu regardes l'effectif, bon, Cavendish il met pas un pied devant l'autre. Je pense que le Tour de France va être très compliqué pour Cavendish parce que là, depuis le début de saison, on le voit plus lâcher qu'à l'avant des courses. Et moi, je me dis qu'à part Lutsenko, t'as pas grand monde dans cet effectif, quoi. Astana, bon, t'as eu Fortunato qui a fait un Tour d'Italie qui était pas mauvais. T'as les Italiens, ça est Ballerini et Battistella qui ont fait quelques résultats. T'as Chesbol, Syriza, ouais. Mais bon, c'est du niveau d'une équipe de deuxième division. Alors techniquement, ils ont un contrat encore pour l'année prochaine, mais c'est un peu comme la Total Energy. Ils n'ont pas un contrat qui va au-delà de 2025. Donc je me dis que bon, est-ce qu'ils vont rester en World Tour? C'est pas sûr. Et ils ont quand même pas mal de coureurs qui sont en fin de contrat. Quand je vois l'effectif là pour 2025, c'est qu'il va falloir renouveler beaucoup de coureurs dans les semaines à venir du côté de cette formation. Et Lutsenko, s'il part, oui, ça ferait extrêmement de mal à l'équipe. Mais ouais, moi, je pense que ça serait intéressant pour lui d'aller ailleurs, de changer d'air. Après, je ne sais pas si ça sera son objectif. Parce que c'est vrai que ça voudrait dire quitter le pays quasiment. Je ne sais pas où il habite en ce moment, où Lutsenko, est-ce qu'il est... je pense pas qu'il habite encore au Kazakhstan, je serais surpris, mais voilà, être dans une équipe kazakh quand tu es kazakh, c'est vrai que c'est compliqué d'aller à l'étranger. C'est comme un coureur français qui quitterait une équipe française, c'est pas évident. Parfois ça marche, parfois c'est plus compliqué. Donc est-ce que ça sera l'envie de Lutsenko d'aller dans une autre structure? C'est la question qu'on peut se poser, mais je me dis si Lutsenko part, Astana, ça sera difficile. Parce que bon, il n'y aura plus véritablement d'intérêt à ce qu'Astana continue si même ton meilleur coureur kazakh ne fait plus partie de cette structure. Troisième flop du jour, c'est Rui Costa. Là aussi, c'est un peu comme Lutsenko. La semaine il a été assez transparent. Je trouve qu'il est en fait assez transparent depuis qu'il est chez EF, Rui Costa. Ouais, il a assez peu couru aussi, puisqu'il avait abandonné sur le Tour de l'Algarve. Là, il est en reprise. Il avait fini 5ème quand même à Regensdorf lors du sprint remporté par Brian Kocar. Bon, sur le reste de la semaine, ensuite, ça a été compliqué. Coureur qui n'a que 14 jours de course dans les pattes. Coureur qui est aussi en fin de contrat, à 37 ans surtout. Et puis c'est vrai que le Tour de Suisse, c'est une course qui lui avait bien réussi. Il avait remporté 3 fois le général de cette épreuve. 2012, 2013, 2014. C'est souvent une période où il revenait au top de sa condition. Cette période du Tour de Suisse. Là, ça a été un peu plus difficile pour lui. Et puis, ouais, il a été en fait assez discret sur la semaine. Je m'attendais à ce qu'il prenne des échappées. Il n'a pas pris d'échappée, surtout que EF, il n'y avait pas grand monde au départ chez EF. Oui, il y avait Bissegger, Vandenberg, Shaw. Je ne sais plus s'il n'y avait pas Rafferty aussi au départ, de tête. Non, c'était Steinhauser et Bettiol Carapaz. Il y avait quand même des opportunités, je pense, pour Rui Costa avec l'abandon de ces coureurs-là. Bon, il n'a pas été en mesure de saisir ces opportunités. C'est vrai qu'après, encore une fois, c'est un coureur qui a 37 ans. Et à ces âges-là, quand on dépasse 33-34, d'une année sur l'autre, ça peut être, il peut y avoir des surprises comme ça de baisse de niveau d'un coup, d'une année à une autre. Donc c'est peut-être ce qui arrive à Rui Costa, on n'espère pas. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Et puis je finis avec Ineos. Ils ont couru à la Ineos aujourd'hui, mais ça n'a pas été une réussite. Quand on dit courir à la Ineos, c'est-à-dire qu'ils ont contrôlé la course pendant toute la journée pour au final que Bernal prenne la 6ème place aujourd'hui. Bernal qui semblait un peu moins bien que les derniers jours, parce qu'il y a des moments où on l'a senti vraiment en difficulté, le coureur colombien. Donc peut-être qu'il est encore en difficulté pour l'enchaînement des jours de course. C'est peut-être difficile pour lui encore d'enchaîner beaucoup de jours de course avec des hautes intensités. Ce qu'il faut pourtant avoir, ce qu'il faut avoir en capacité pour réussir à gagner un grand tour.
Et du côté de Egan Bernal, là, j'avais le sentiment aujourd'hui que c'était un peu plus compliqué. Alors pourtant, il finit sixième, mais j'avais le sentiment qu'il n'était pas en mesure de changer de rythme. C'est vrai qu'Ineos roule toute la journée, on pense, pour aller chercher un bon résultat, pour peut-être tenter d'attaquer. Et puis au final, il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est un petit peu lassant du côté de la Ineos, qui court toujours un petit peu de la même manière, alors que techniquement, ils sont plus avec un grand leadership. Hein. C'est plus l'équipe majeure du cyclisme. Ineos, ça fait partie des équipes importantes, mais il y a des équipes qui sont passées devant Ineos, sauf qu'ils continuent de courir de la même manière. Ça serait bien de changer un petit peu le logiciel de temps en temps. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao.